Alors une petite vidéo là pour vous aider, vous accompagner, vous donner des éléments pour vous aider à trouver la meilleure formation. Donc on est d'accord qu'on est sur Parcoursup, on est dans la phase d'admissibilité. Vous avez des propositions d'admission et vous allez devoir choisir. Et voilà, mais le truc c'est qu'on va vous aider à choisir la meilleure formation pour vous. Vous avez plein de classements, etc. Mais là ici, ce qui va nous intéresser, c'est la formation qui sera la mieux pour vous. Donc là, je vais essayer de vous donner quelques critères de manière à vous accompagner dans ce choix qui est assez délicat quand même. Ça y est, vous êtes sur Parcoursup, donc là on est quelques jours, on est une semaine, 2 semaines après l'ouverture de Parcoursup. Ça y est, vous avez deux propositions d'admission qui vous plaisent. Alors si ça arrivait plus tôt, tant mieux pour vous, et voilà, mais là c'est souvent là qu'on commence à voir les propositions qui arrivent. Et du coup, bah, on a deux propositions d'admission qui vous plaisent. Vous devez choisir. Et donc, comment le faire? Comment faire ce choix? Vous avez tous la question, c'est quoi la meilleure formation? Et là, on nous appelle, on reçoit, nous, en tant qu'enseignant, le message, monsieur, aidez-moi, c'est quoi la meilleure formation? Euh, Premier critère, celui qui va être le leitmotiv de toute cette vidéo, c'est celle qui vous permettra de vous épanouir. C'est vraiment là-dessus que je vais insister tout au long de cette vidéo. La meilleure formation pour vous, ça sera celle où vous réussirez, donc où vous épanouirez. Alors, c'est quoi la meilleure formation pour vous? Donc, je reprécise, hein, c'est entre deux propositions d'admission sur Parcoursup. On n'est plus au mois de janvier où on cherchait plein de formations, on n'est plus au mois de mars où on est affiné encore les derniers vœux. Là, ça y est, vous avez deux formations sur lesquelles vous êtes admissible sur Parcoursup. Vous avez 48 heures pour en choisir l'une des deux. Alors, je l'ai dit, mais je redis, c'est celle dans laquelle vous vous épanouirez. Ensuite, c'est celle dans laquelle vous surperformerez. Et ça n'arrivera que si vous épanouissez. Alors, surperformer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on interroge les formations du supérieur, bah, ils s'aperçoivent qu'ils font un classement pédagogique, hein, c'est ce classement qui va à la liste d'appel et donc la liste d'attente. J'ai fait une vidéo pour expliquer les listes d'appel, listes d'attente, et donc les formations vous ont appelé dans cet ordre-là. Et les formations qui communiquent là-dessus, donc c'est essentiellement les prépas, on a aussi un peu d'IUT, mais c'est plus parcellaire, bah, ils constatent une chose, c'est-à-dire que s'ils prennent leurs élèves, leur liste d'appel et leurs élèves, le classement au 15 octobre de la rentrée suivante, quand ils ont pris leurs élèves, ils vont constater deux phénomènes. Premier phénomène, il y a un tiers des élèves qui va sous-performer, c'est-à-dire ils étaient bien classés à leur classement pédagogique, mais finalement, dans la classe, ils ont, bah, par rapport à la liste d'appel, hein, si on regarde les classements des candidats sur la liste d'appel, ils vont un petit peu baisser dans le classement de la classe. Et inversement, des élèves qui étaient moins bien classés vont progresser dans le classement. Donc, deuxième phénomène, on a des élèves qui surperforment, c'est-à-dire qui ont des meilleurs résultats que d'autres qui étaient mieux classés dans la liste d'appel et donc vont gagner des places. Alors, dans quelle mesure? Eh ben, en gros, c'est 30% qui surperforment, 30% qui sous-performent, et donc il y a 30% qui restent au classement attendu. Alors, ces éléments, hein, ces éléments de variation, les formations, notamment les prépas, voudraient les maîtriser, mais après, c'est tout le côté humain, etc., qu'on a du mal à maîtriser, et du moins que eux ont du mal à évaluer. Donc, ça va être à vous qui vous connaissez, avec vos enseignants, vos proches, de l'évaluer au mieux pour vous retrouver dans votre choix, dans une formation où vous allez surperformer. Et enfin, ça c'est important, hein, c'est la formation dans laquelle vos compétences seront remarquables et remarquées. Si vous êtes dans une formation et que dans cette formation, on dit, ah bah tiens, celui-là, effectivement, il a des choses intéressantes, oui, bah il est bon, il fait ce qu'on attend, même plus encore, à ce moment-là, vous serez remarqué, et donc vous réussirez, vous surperformerez, et derrière, plein de portes s'ouvriront pour vous par la suite, et ce, quelle que soit la formation. Alors, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la plus prestigieuse école ou formation selon le magazine. Et voilà, je vais pas donner le nom de magazine, peu importe. Leurs classements, ils sont bien, hein, c'est pas une question. Leurs classements sont des classements factuels,
fait sur le nombre d'intégrations dans les écoles, fait sur les salaires la première année, fait sur le taux d'embauche, etc., etc. Donc ces classements, ils sont très bien, il n'y a rien à redire là-dessus. Ils ont pu vous aiguiller plutôt en janvier ou en mars dans vos choix. Là maintenant, ce n'est plus le cas. Vous réussirez dans une formation si les trois critères du dessus sont bons et vous aurez une belle carrière par la suite. Puisqu'en fait, si vous êtes voilà, si vous réussissez, si vous épanouissez dans une formation qui est un peu moins bien classée, n'empêche que vous serez dans les majors de promo de cette formation, vous aurez une meilleure carrière professionnelle que si vous êtes dans une école sans doute mieux classée, mais que vous étiez dans les derniers de la promotion. Et en plus, vous le vivrez beaucoup moins bien, soit en passant. Donc voilà, donc c'est surtout pas, à ce moment-là, on fait surtout pas son choix sur le classement. Euh, Aussi, ce n'est pas celle qui a emballé le meilleur ami, le cousin, le grand-père, le machin, je sais pas quoi encore. Ce n'est pas non plus, voilà, si vous avez été, ah oui, les locaux sont beaux, c'est tout neuf, on va pas se fier là-dessus. On va reculer un petit peu et on va regarder plutôt d'autres éléments plus concrets. Est-ce que c'est une école centre-ville? Est-ce que c'est une école d'extérieur? Est-ce que c'est un grand campus? Est-ce que c'est que des locaux? Est-ce que c'est une très grande ville? Est-ce que c'est une ville moyenne? Tous ces petits éléments-là ont un sens. Est-ce que les cours, c'est des cours en amphi? Est-ce que c'est des cours à 5? Est-ce que voilà, tout ça, oui, mais certainement pas par de l'affectif. Il faut sortir tout ce qui est affectif des gens qui vous en parleront. C'est pour ça que les anciens élèves ne sont pas forcément les meilleurs placés pour ça. Pour chercher ce qui s'est réellement passé pour que vous puissiez vous projeter dedans. Et donc, ce n'est pas forcément celle qui coûte le plus. Voilà, soyons très clairs. C'est pas parce qu'elle coûte cher que c'est une meilleure formation qu'une gratuite. Les exemples, je peux en donner à l'appel. C'est vrai que malheureusement aujourd'hui, il y a une prime, notamment aux écoles d'ingé, aux prépa intégrées, des choses comme ça, des formations qui coûtent hyper cher, alors qu'à côté de ça, il y a plein de formations, des prépas publiques, des écoles publiques, des IUT qui valent bien des écoles d'ingénieurs et même en intégration professionnelle derrière et qui coûtent juste le prix d'une inscription universitaire. Donc, vraiment, le coût est dans la formation dans le supérieur, c'est tout sauf un critère de qualité, c'est un critère de plein d'autres choses à côté, mais ce n'est pas un critère de qualité qui va garantir une qualité de formation. Alors, quels sont les critères à prendre en compte? Là, donc là, je vais vous proposer quelques critères. C'est ceux que j'ai vu émerger dans les choix d'élèves. Je ne pourrais pas les anecdotes depuis maintenant plus de 15 ans, bientôt 20 ans d'accompagnement d'élèves en terminale vers le supérieur, hein. Mais c'est vraiment les choix qui reviennent, qui me semblent importants avec le recul. Et c'est pas forcément ceux qu'on trouve d'ailleurs dans les magazines là-dessus. Alors, je vais classer en deux, des aspects techniques, des aspects émotionnels. Les aspects techniques. Désolé, hein, je sais que là vous avez vécu d'une chose, quitter le foyer papa-maman, aller habiter loin dans une cité U, etc. Euh, mais la distance par rapport à la famille, faut que vous la preniez en compte. Faut que vous la preniez en compte puisque voilà, je suis ni votre mère, je suis pas votre père, mais force est de constater que quand même, vous allez changer, vous allez évoluer. Cette distance est salutaire, mais il va bien falloir la jauger. Je pense notamment aux formations les plus sélectives. Aller dans une prépa, classe prépa très loin de chez soi, si on sait qu'on est très loin, ça peut être compliqué les soirs où on va se prendre des tôles en DS, en colle, etc. Le soir, ça peut être un peu galère. Et c'est pas la même chose de se dire, bah, c'est galère. Si on sait que nos parents sont à 1 heure et demie de route, on les appellera pas, on n'ira pas, ils viendront pas. Mais on sait qu'ils sont pas loin. Alors que s'ils sont voilà, à des grandes distances, et bah, on ne le vit pas pareil. Donc là, voilà, faites un peu confiance à l'expérience là-dessus, hein. Ce vécu est différent. Mais bien sûr, ce critère-là va être variable d'un élève à l'autre, hein, puisqu'on a des élèves qui sont dans leur propre appartement, loin de chez leurs parents, depuis la classe de seconde, donc ils ont l'habitude de gérer ça, c'est plus facile pour eux, que l'élève qui a 17 ans et qui a toujours habité chez papa-maman, et le lycée est à 50 mètres de la maison. Donc très bien, il n'y a pas un plus méritant que l'autre. N'empêche que dans l'année suivante, dans le vécu, dans la façon d'aborder les choses, les 2 premiers mois et demi, ça va changer énormément pour les élèves. Donc cet aspect technique est important, il faut le prendre en compte. Chacun l'évaluera comme il peut.
Ensuite, le coût, logement, inscription, tout ça, transport, j'aurais pu rajouter. Le coût, faut l'évaluer. Il faut l'évaluer, pas la peine de dire on verra plus tard, pas la peine de dire il n'y a pas de souci. On l'évalue puisque et après on y mettra une sensibilité là-dessus les uns et les autres, puisqu'effectivement pour des familles, bah, tant mieux pour eux, le coût aura peu ou pas d'importance. Pour d'autres, ça sera plus important, pour d'autres, malheureusement, ça sera discriminant. Donc faut l'évaluer, faut le prendre en compte et ensuite on verra. Là pour l'instant, on est dans l'évaluation. Troisième critère technique, la pertinence au regard du projet d'orientation. C'est vrai qu'en fait, il y a des formations qui peuvent séduire, mais qui sont un peu éloignées du projet de formation initialement. Voilà, je voulais faire tel grand truc, et puis bon, bah, finalement, je voulais faire ingénieur. J'ai pas forcément des écoles qui me plaisent ou j'ai pas été accepté en école simplement. Et là, on me propose un IUT. Alors voilà, si je voulais faire ingénieur dans l'aéronautique et que j'ai un IUT dans les mesures dans la mesure physique, c'est peut-être pas forcément ce qui valait le mieux. Donc là, on peut se poser la question. Si je veux faire ingénieur aéronautique ou travailler dans l'aéronautique et que j'ai un IUT en génie électrique et électronique, c'est déjà plus intéressant. Et si en plus mon IUT est proche d'un centre technique universitaire qui travaille dans ce domaine-là, finalement, c'est pas une mauvaise voie. Donc, il va falloir regarder en détail aussi cette pertinence par rapport au projet, au rêve qu'on avait au départ. Alors, les aspects émotionnels. Donc là, c'est par exemple le classement de la liste d'appel, liste d'attente. Alors là, vous allez me dire, c'est tout sauf émotionnel. Si, si, je vais vous expliquer pourquoi. Si par exemple, vous êtes pris dans une formation le premier jour de Parcoursup, ça veut dire que si vous l'acceptez, cette formation vous a classé parmi ceux qui avaient le plus grande chance de réussite dans leur formation, d'après leur classement à eux, puisque vous étiez dans le top 10, top 20, top 30 de leur formation. Donc ça, voilà, donc ça veut dire que vous allez être sur le papier au 1er septembre dans les meilleurs de la promo. Après, on verra, je vous l'ai dit, cette histoire de surperformer, sous-performer, c'est à prendre en compte. Mais vous partez avec ce statut-là de leader. Si vous recevez vos propositions maintenant, ou dans les semaines à venir, vous pouvez en avoir jusqu'au 15 juillet, 20 juillet, ça veut dire que vous serez parmi les derniers rappelés et par exemple dans une liste d'appel, vous étiez à position 500 et vous allez vous retrouver dans la classe avec des élèves qui étaient dans les positions 1, 4, 8, 10, 12, 14 et vous arrivez 500e par rapport à ça, donc c'est clair que vous n'arrivez pas dans la position sur le papier, encore une fois, je vous l'ai dit, il y en a qui allaient surperformer, d'autres sous-performer, mais dans la position comme leader et donc vous êtes plutôt être là comme challenger. Heu, alors là, effectivement, là, c'est là où l'aspect émotionnel rentre en compte, hein, parce que si vous êtes dans une formation exigeante et que vous êtes leader, c'est un peu plus confortable. Si vous êtes dans une même s'il ne faudra pas se reposer sur la laurier, hein, puisque les gars, ils vont carburer pour essayer de grappiller les places. Si vous êtes en challenger et que vous êtes dans une formation exigeante, il va falloir être prêt à assumer cette position et ça donc voilà, il faut le savoir parce que c'est avant tout, vous voyez, un aspect émotionnel et absolument pas technique, hein. C'est émotionnel, comment vous avez vu ce positionnement, il faut en avoir conscience. Le prestige de la formation à vos yeux, alors là, c'est sans jugement de ma part. Il y a des élèves pour lesquels, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs eux-mêmes ne le savent pas, ils veulent aller dans tel groupement d'écoles, je ne vais pas en citer, peu importe, dans tel grand lycée, donc là je prends lycée plein, en citer plein, hein, c'est public, il n'y a aucun souci, Montaigne, Fermat, Blaise Pascal, Gay-Lussac, Henri IV, Louis le Grand, vous me pardonnerez, je ne vais pas citer toutes les prépas de France. Voilà, c'était leur rêve. Bah, il va falloir le prendre en compte puisque bah, s'ils sont pris là et que au départ, ils voulaient aller là, et puis après ils ont autre chose, bah, il faut le garder dans un coin de la tête, c'est se souvenir que c'était ça dont ils rêvaient au départ. Et j'ai mis prestige entre guillemets, pas prestige public, les classements de magazines Truc-Muche, hein. Le prestige par rapport au regard du candidat, c'était cette formation-là qui était entre guillemets sa formation rêve. Et là, il l'a eu. Alors, troisième élément, bah, c'est pareil, c'est votre formation rêvée, c'est-à-dire vous vouliez être, j'en sais rien, travailler dans l'aéronautique, dans les avions, et cetera, pilote et vous ne pouviez pas. Bah, on va regarder l'adéquation. Effectivement, ça ne vous l'est pas, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Vous avez fait votre choix il y a 3 à 15 jours maintenant. Bah, regardons maintenant comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler pour se rapprocher de cette formation rêvée. Euh,
qu'a priori vous n'avez pas eu, hein, mais qui est sans doute encore atteignable. Alors le choix, là le bilan, c'est une certitude. Si vous faites votre choix en posant les bonnes questions, ça ne va pas vous garantir la réussite, je ne vais pas vous mentir. C'est pas parce que vous allez faire votre choix en posant les bonnes questions que vous aurez la certitude d'avoir le concours, l'année de médecine, l'année de maïeutique ou je ne sais quoi encore. Par contre, par contre, vous ne regretterez pas ce choix, notamment si vous êtes en échec. Aujourd'hui, statistiquement, allez, il y a au moins un élève sur deux, hein, c'est plutôt souvent de fois 60% des élèves qui vont vers une réorientation en fin de première année de l'enseignement supérieur. Euh, donc, si vous avez fait votre choix, à vous, en vous posant ces bonnes questions, et que vous vous retrouvez dans une situation de réorientation, ce que je peux dire, c'est que bah, vous ne regrettez pas d'avoir fait ce choix. Cette année-là, vous aurez appris plein de choses, vous aurez découvert plein de choses, et ça sera qu'une meilleure façon de rebondir. Si vous faites ce choix pour des mauvaises raisons, parce que le grand-oncle, la grand-tante a dit que c'était la meilleure école, etc., et que bah, vous prenez une porte dans le nez pendant l'année, vous allez mal le vivre parce que c'était pas votre choix à vous, et vous allez vous dire, ouais, mais ça, on me l'avait pas dit, ça, je m'étais pas renseigné, et on reste sur quelque chose un petit peu amer sur lequel il est difficile d'être constructif. Alors, comment le faire? Classer les différents critères selon ce qui est important pour vous. Moi, je vais donner les critères sans ordre d'importance entre les aspects techniques et les aspects émotionnels. Si pour vous, le bilan financier est déterminant, bah, vous le passez en 1. Si pour vous, le bilan financier, bah, vous n'avez pas de souci d'argent, tant mieux pour vous, et ben vous le mettez en beau dernier critère. Et vous le mettez quand même, comme ça vous savez, vous avez ça dans un coin de la tête. Euh, et ensuite, vous allez faire votre choix. Vous faites votre choix et derrière, bah, le point de suspension, c'est vous assumez, vous assumerez votre choix puisque ça sera le vôtre. Et je parle bien du vôtre en tant que candidat, pas celui de la famille, mais par contre du vôtre en tant que candidat en accord avec votre famille. Et donc après, vous le présentez à vos proches pour avoir leurs avis, leurs sentiments, etc. Et puis là, il peut y avoir des choses que vous n'avez pas vues. Ils vous connaissent bien, vos proches vous connaissent bien. Famille, amis, c'est important.